Voilà, là je vais faire une petite présentation à ma sauce, à ma manière, de Anne Garret et du livre qu'elle va nous présenter par la suite. Alors, Anne Garret-Bourrier est professeure à l'Université de Clermont-Ferrand et membre du Centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique, le CELIS. Elle est spécialiste d'études culturelles américaines et plus particulièrement des questions liées à l'esclavage et aux Amérindiens. Elle travaille aussi sur les littératures ethniques nord-américaines. Anne Garret a publié et dirigé plusieurs ouvrages, dont récemment, je vais en citer seulement deux, qu'elle a publiés récemment, avec Chloé Chaudet, Lila Lambrous et Gaëlle Loisel, Éco-critique et catastrophes naturelles, Fabula en 2022. Ensuite, avec Philippe Ménard, Témoignages de la marge, Culture de résistance, en 2018, à Édition Quimé. Puis ce livre, en 2024, De l'invisibilité à la visibilité, visage de l'inconvenant. C'est un livre collectif. Alors, ce livre, je parle personnellement de ce livre, m'a beaucoup intéressé car il porte sur des questions culturelles qui me semblent fondamentales à notre époque, où la culture est si malmenée et le conventionnel et le mainstream tendent à l'uniformisation. Et les idées alternatives ont tellement de mal à émerger. Je vais tenter de faire une présentation nécessairement superficielle, étant plutôt profane dans ce domaine. Mais Anne est là pour mettre à l'endroit ce que j'aurais dit à l'envers et répondre à toutes vos questions. Ce livre est dirigé par Anne Garret-Bourrier et Christine Duhallet, mais c'est une œuvre collective de 14 auteurs. Il regroupe donc 14 articles qui étudient pour la plupart des œuvres et productions artistiques dans les domaines les plus variés, littérature, peinture, cinéma, danse, dessin, etc. À travers ces études, les auteurs nous font voir comment des groupes sociaux minoritaires, tels que les Amérindiens ou les Noirs états-uniens, des populations colonisées, telles les populations africaines ou irlandaises, où des minorités sexuelles sont stigmatisées et infériorisées au travers de stéréotypes raciaux, culturels ou identitaires, justifiant par cela leur statut de dominé. Il s'intéresse aussi à la manière dont ces stéréotypes sont construits par des groupes dominants, à travers leur production artistique et culturelle. Les auteurs examinent les modalités de mise à l'écart des arts qui naissent dans les marges de la société et qui dérogent aux normes de la culture dominante. Les auteurs mettent aussi l'accent sur les stratégies des artistes victimes de la marginalisation, en quête de reconnaissance pour revenir au centre. Ils nous montrent comment ces artistes tentent de déconstruire les stéréotypes dont ils sont victimes et magnifient une autre culture, une contre-culture. Cette contre-culture qui émerge des marges de la société finit parfois par s'imposer comme phénomène culturel innovant, induisant des évolutions et des changements dans la société. Ces innovations artistiques et culturelles sont souvent porteuses de récits d'émancipation. Le cas des Amérindiens est développé par Anne Garret à travers l'étude de l'œuvre de Scott Momaday. Elle nous en parlera longuement, je pense. Pas trop. À peu près. Celui des Noirs états-uniens nous est montré par Christine Duhallet dans son étude de la démarche du peintre Aaron Douglas, emblématique du mouvement New Negro et de la Renaissance de Harlem dans les New York de l'entre-deux-guerres. Le traitement de la culture africaine coloniale et post-coloniale est abordé dans deux articles par Souleymane Sissoko et Claude Dikege. L'infériorisation des Irlandais par l'Angleterre victorienne afin de justifier la colonisation de l'Irlande est étudiée à travers les caricatures du peintre Erskine Nicole par Amélie Doshi. Les études féministes ne sont pas en reste.
les stéréotypes contre les femmes, le statut du corps féminin et la contre-culture féministe et celle des minorités sexuelles et de genre sont abordés par plusieurs auteurs à travers certaines œuvres emblématiques. On trouve aussi l'étude de production artistique anticonformiste et qui bouscule les standards, comme la danse postmoderne par Claudie Servian. Le cinéma de Bertrand Bonello par Karine Chevalier, ou les romans de Virginie Despentes par Auriel Belin. Bon, je ne citerai pas tous les articles, ça serait trop long, je suis déjà un peu trop long. Vous l'aurez compris, cet ouvrage est très riche et aborde des sujets très variés. On en sort un peu moins ignorant et notre esprit un peu plus critique sur notre environnement culturel. Voilà, je laisse la parole à Anne. Mais t'as tout dit. Il a déjà tout dit, donc je vais un peu me répéter sur la présentation de l'ouvrage lui-même. Après, en revanche, ce que t'as pas dit et ce que je développerai, c'est effectivement qui est Momedey, celui sur lequel moi j'ai préparé l'article qui est signé de moi dans le livre et celui sur lequel je travaille depuis 25 ans. Parce que, qui m'a offert ce beau tableau. Enfin, ce tableau, on peut le trouver très beau, on peut le trouver très laid. Hein, l'art, justement, c'est ça. Donc, il m'a offert ce tableau, je vous expliquerai un peu dans quelles circonstances. Donc là, c'est plutôt ma pierre, ce sera celle-là. Je vais faire un petit peu ce que tu as déjà fait. Abdallah s'est résumé globalement l'ouvrage et le projet. Pourquoi on a fait ça ensemble, ce petit groupe de collègues. On travaille ensemble depuis des années sur toujours un peu les mêmes thèmes. Hein. Quelles sont les tensions dans la culture, les tensions qui existent entre la marge et le centre. En fait, c'est sur ça qu'on travaille. Et le centre, c'est le pouvoir dominant. C'est celui qui édicte les règles, celui qui définit les normes. Voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais le mainstream, comme tu l'as évoqué. Et puis les marges, c'est pas forcément que les minorités ethniques ou les minorités sexuelles. Hein. C'est aussi tout ce qui n'est pas le centre, en fait. Également ce qu'il y a tout en dessous, hein, les sous-cultures, les subalternes, les contre-cultures. Donc tout ce qui n'est pas centre, que ce soit contre, en périphérie ou en dessous, ça nous intéresse. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait bouger les sociétés. Et les cultures qui peuvent faire bouger le centre, elles viennent toutes de là, de ces espaces un petit peu éloignés de ce centre. Et donc, on travaille là-dessus et on en est effectivement à notre 4e ouvrage ensemble, le même groupe de 16 copains et scientifiques français et internationaux. Et donc, ça, c'est le 4e opus sur cette thématique de l'invisibilisation, en fait. Hein. Le titre, il n'est pas facile à comprendre quand on n'est pas formé à l'université. C'est toujours comme ça. Nous, on a toujours des titres idiots. Guerre d'épée, épée de la guerre, enfin j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Guerre des passions, passion de la guerre. Tiens, ça c'est typique de chez nous, ça veut rien dire, mais c'est un beau titre universitaire. Et donc là aussi, pareil, on sort un titre, bon, de l'invisibilité à la visibilité, pour nous c'est limpide, mais pas pour tout le monde. Et visage de l'inconvenant, alors là pour personne c'est limpide, parce que c'est du Gilles Deleuze. Et qu'on a été pioché chez Gilles Deleuze, un concept qui pour nous était parlant et qui pour le lecteur l'est un petit peu moins, mais on l'explicite très clairement en introduction pour qu'il le devienne. Donc effectivement, je comprends que le titre ne draine pas les foules et les masses, on a un petit peu l'habitude, mais je vous explique un petit peu pourquoi on l'a choisi aussi, en tout cas le début, invisibilité, visibilité, c'est la fameuse thématique de l'invisibilisation dont souffrent en fait tous les écrivains, tous les auteurs, tous les artistes qui sortent un peu des rails. Voilà. Et qu'on ne montre pas forcément dans les maisons d'édition traditionnelles, voilà, ou dans des expositions parisiennes. Donc, je vais vous présenter d'abord un petit peu le bouquin et ensuite, très vite, l'article que j'ai fait sur Scott Momedey. Qui est Scott Momedey, que normalement vous ne devez pas connaître, s'il y a une logique, que je devrais être à peu près la seule à connaître dans cette salle, normalement. Mais qui est un des plus grands écrivains américains et qui est décédé l'année dernière, le 24 janvier 2024, et donc du coup, sur lequel je travaille depuis 25 ans, et dont je parle depuis donc un an, absolument au début de chacun de mes cours. Je fais 10 minutes sur Scott Momedey, même si c'est un cours sur, je ne sais pas moi, le capitalisme. C'est-à-dire, il ne serait pas très content de moi, mais je fais une introduction sur Scott Momedey par amour pour cet écrivain et l'homme qu'il était.
Donc, et je montre toujours ce petit tableau qu'il a fait et qu'il m'a offert. Je vous expliquerai notre histoire d'amitié et d'amour intellectuel. Donc le bouquin maintenant, avec ce titre, il parle de gens un peu comme vous et moi, qui ont ce petit plus, qui est d'être doués, d'avoir un talent et de produire de la culture. Ces artistes qui dérangent les pouvoirs en place et qui posent la question, à travers leur production, la culture a-t-elle encore un rôle à jouer ? Lorsqu'elle vient des marges, lorsqu'elle parle depuis les marges, lorsqu'elle incarne les marges, la culture peut-elle faire bouger notre monde, nos sociétés plutôt sclérosées ? Évidemment, je saute et je suis très mauvaise, je spoil toujours la fin, moi. Oui, la réponse c'est oui. Je vous dis dès le début, c'est oui, sans aucun doute. Mais bon, on prend 200 pages pour le démontrer quand même. Lorsqu'elle vient des marges, lorsqu'elle vient des minorités, comment fait-elle pour faire bouger le centre ? Qu'est-ce qui est convenable ? Qu'est-ce qui est inconvenant ? Et qui a décidé de ces mots d'ailleurs ? Pourquoi ces mots moraux souvent attribués à une œuvre d'art ? Et de plus en plus, vous en conviendrez avec moi. Et pas qu'aux États-Unis, même si c'est là-bas que, effectivement, on expurge en ce moment toutes les bibliothèques et toutes les librairies. De tonnes de livres inconvenants, pornographiques, parce qu'ils décrivent l'amour. Un baiser. Par exemple, Beloved, le plus beau livre de Toni Morrison, qui est l'histoire d'une femme esclave, expurgée des écoles, des bibliothèques, des librairies. Alors pourquoi cet ouvrage sublime est-il aujourd'hui inconvenant ? Plus convenable ? Et pour qui, d'ailleurs ? Ça pose une sacrée question. Et j'avoue qu'on est bien embarrassés, nous chercheurs, non pas pour trouver des réponses, mais pour essayer de changer ce nouvel ordre. Bon, en écrivant des livres, on fait ce qu'on peut. D'autres livres, un peu inconvenants, très certainement, pas très convenables. Alors, qui définit ces règles ? Qui définit ces canons ? Qui définit ces normes esthétiques ? Pourquoi les applique-t-on collectivement ? Pourquoi les laisse-t-on s'appliquer, même quand on est dérangé par elles, nous ? Pourquoi ne nous battons pas ? Ne nous battons-nous pas contre ces règles du convenable alors qu'elles ne nous conviennent pas ? C'est à ça qu'on s'est un peu attaqué, nous 16, avec comme objet, comme support, des arts graphiques, des arts visuels, la littérature beaucoup aussi, qui est finalement un art visuel aussi, comme un autre. Et nous nous sommes dit que pour comprendre le fonctionnement de cette mise à la marge de l'art et de la culture, de plus en plus par nos sociétés occidentales, qui correspond aux montées de l'extrême droite dont tu parlais tout à l'heure rapidement, il fallait comprendre les stéréotypes qui fonctionnaient et qui étaient utilisés par les pouvoirs dominants. Les discriminations, le fonctionnement des mises à la marge, dont souffrent effectivement énormément d'acteurs culturels. Et pour faire ça, il était important de regarder comment leur visage, on a employé ce mot qui déstabilise un petit peu, parce qu'encore une fois, c'est un concept deleuzien, je ne vais pas vous l'expliquer, mais visage, ça veut dire expression, en fait. Expression, représentation. Donc on a exploré à la loupe, très très près, ces expressions-là qui dérangeaient les pouvoirs dominants. Et pourquoi ça dérangeait ? Alors évidemment, quand on parle de Virginie Despentes, on comprend tout de suite. C'est le sexe. Ça dérange toujours. Mais pourquoi et comment elle fait pour remettre au centre ce que d'autres ont mis à la marge, ça c'est intéressant de savoir. C'est intéressant de voir comment elle fonctionne dans son écriture pour remettre au centre ce que des années et des années de jugements moraux ont placé à la marge. Et elle est très bonne pour ça. Faut lire Virginie Despentes pour comprendre. Alors, cet article, il perturbe. Abdallah, il m'a dit, oh, on n'a pas aimé cet article, il ne m'a pas plu. Bon. Eh ben moi, je l'adore. Je le trouve hyper sympa. Vous regarderez, vous verrez si vous prenez un peu de temps, mais même en feuilletant, en regardant, en sortant, et vous verrez qu'il faut travailler sur les expressions en fait, qui dérangent pour arriver à comprendre ce qui, chez nous, est touché par, ou gêné, ou dérangé. Et pourquoi c'est dérangé, c'est gêné ? Est-ce vraiment grave ce qu'elle a dit ? Est-ce que c'est vraiment grave, cette Hong Kong théorie ? Ou quand elle dit « baise-moi », elle est la seule à dire ça ? Personne ne dit ça dans sa vie ? J'espère qu'un jour vous l'avez dit à quelqu'un. Passons.
Donc notre support, ça a été un ensemble de représentations artistiques produites par des gens qui ont été dominés. Et tout ça au prisme donc du convenable et de l'inconvenant, donc au prisme de la morale. Comment cette morale intervient dans l'art? Pourquoi on laisse ça en place? Et les concepts que nous avons utilisés collectivement, donc la règle c'est on pose une base, on donne des concepts collectifs, chacun va prendre son sujet de recherche et doit, et c'est le jeu, utiliser et mobiliser les mêmes concepts pour faire un fil rouge dans le bouquin et arriver à démontrer qu'en fait c'est commun à toutes les œuvres qui sont un petit peu subversive. Ce qui s'est passé pour cet auteur, pour ce cinéaste, voilà, c'est un peu la même chose, la même histoire qui se répète à chaque fois. Donc on a tous suivi la même trame scientifique pour pouvoir démontrer quelque chose. Donc le concept, c'était l'inconvenant, premier concept, la morale, et puis le décentrement, donc la fameuse tension entre centre et hors centre, que ce soit la périphérie ou le souterrain. Et les tensions qui existent pour l'artiste lui-même, le créateur, entre ce centre et cette périphérie ou non-centre. Et donc, on a étudié toutes ces productions culturelles. Donc, il y a effectivement plusieurs objets culturels. Il y en a 14, 15, 16 objets différents, qui sortent tous du cadre, d'une manière ou d'une autre. Il y a un article sur les hooligans. On ne peut pas dire que on est très attiré par les hooligans. Ils sortent franchement d'un cadre moral. Oui, et on ne va pas dire non, c'est super, c'est cool, les hooligans, ils ont bien raison de fonctionner comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont travaillé sur le hooliganisme, qui ont analysé comment ce hooliganisme était en fait en soi déjà une rébellion, une opposition à quelque chose de très normé. Et le cinéma anglais qui a traité du hooliganisme, c'est un cinéma indépendant, personne n'a voulu payer ces cinéastes pour travailler sur, est devenu un cinéma très subversif. Différemment du hooliganisme, bien sûr, mais très subversif. Donc, il y a un article qui traite du hooliganisme et du cinéma qui traite du hooliganisme et montre comment, de subversion en subversion, finalement, on fait du hooliganisme dans l'art cinématographique une forme d'art aussi. Et il y a une forme de retour de la marge au centre. Donc là aussi, l'article et la dimension de cet article est très intéressante. Ça n'a pas l'air, pourtant, a priori, quand on se dit le hooliganisme, on n'adhère pas tout de suite. On n'adhère pas non plus à la fin, mais on adhère au cinéma qui traite du hooliganisme. Et alors, c'est comme ça qu'on a essayé de faire, de travailler tous ensemble et d'analyser comment, en fait, ces productions artistiques, là, le cinéma en particulier, font avancer les sociétés. Parce que ce n'est qu'en bousculant, et on est bien en général tous un peu d'accord, ça n'est qu'en bousculant qu'on peut espérer faire bouger quelque chose de très inerte, dont nos sociétés, dont nos universités, qui en sont une sorte d'image. Il y a un article sur l'université. Tu veux le noter ? Donc voilà, comment on peut arriver à faire bouger le mammouth, disait l'autre, avec des projets justement, et il y en a un, qui nous fascine, moi qui m'intéresse beaucoup, qui est porté par un copain, Eric Agbessi, qui est de faire une université foraine. Et il a fait, je lui ai dit, fais un article là-dessus. Tu bosses dessus depuis des années, montre comment ça marche, comment tu as eu du mal à obtenir de l'argent, comment tu as eu du mal à obtenir des collègues qui ont accepté de faire une université foraine, c'est-à-dire d'aller faire des cours en campagne, d'aller faire des cours dans nos campagnes auvergnates, donc c'est notre université ici, UCA, pour des gens qui jamais n'auraient accès à l'université, jamais même ne penseraient pouvoir un jour entrer dans une université. Des paysans, des gens de peu, des jeunes qui n'ont pas le bac et qui viennent et on leur donne gratuitement des cours sur la culture. Par contre, c'est l'enjeu, c'est la culture, c'est diffuser la culture. Et il a créé cette université foraine. Et c'est un joli projet. Et alors, les tensions, il a su ce que c'était, lui. Les tensions entre la norme et la marge, il a fonctionné. On a tous fonctionné dans cette université bénévolement, vous vous en doutez. Il n'y a eu aucune subvention au démarrage pendant 10 ans. Et puis ça marche. Du coup, maintenant, il y a des subventions. Voilà. Il a fait bouger le mammouth. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être faire bouger la société, avec ces éléments-là, culturels, innovants. Parce qu'au fond, une société, c'est une masse très inerte, hyper régulée, mais très animée souterrainement de synergies très très fortes, affleurantes, pas très très loin du centre ou du visible.
Et il y a une créativité culturelle à appartenir aux marges au pluriel, à avoir été décentré. Un artiste à qui on a refusé l'accès à un musée, à une maison d'édition, à des expositions, à des radios, à des programmes télévisuels, il va chercher un autre espace, un espace alternatif, parce qu'il a besoin d'être vu, lu et entendu. Et il va le trouver, cet espace. Et nous, ça nous intéresse de savoir où il est, cet espace. Alors évidemment, maintenant, c'est un peu plus facile avec, et on n'en parle pas dans ce livre, ça sera l'opus 5, avec le numérique. Là, c'est peut-être plus simple. Enfin, c'est différent. Les espaces alternatifs sont plus accessibles, on va dire. Est-il facile pour nous de les trouver? Je ne sais pas. Ma génération peine. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit plus simple pour beaucoup de générations. Mais en tout cas, pour s'exprimer, ça, c'est sûr que c'est une porte ouverte formidable. Et on va travailler dessus la prochaine fois. Mais sinon, c'est grâce à tous ces artistes-là dont on parle qu'il existe la contre-culture, qu'il existe le mouvement surréaliste, qu'il existe le pop art, qu'il existe le postmodernisme. Voilà, tous ces nouveaux mouvements qui finalement sont arrivés jusqu'au centre, ils viennent du souterrain ou des marges. Et donc on essaie de démontrer comment tout cela a pu fonctionner. Je ne fais pas le résumé, Abdallah, parce que tu l'as bien fait, des articles, mais je vous en ai cité 2 ou 3, enfin peut-être 1 ou 2, je ne me souviens plus. Il y a celui des caricaturistes irlandais, écossais. Et moi aussi, il m'a fasciné quand on l'a lu avec ma collègue Christine Duhallet, qui est ma co-autrice, avec laquelle on écrit toutes les deux depuis 2014. On fait tous nos livres ensemble. Elle est sur les Afro-Américains, moi plutôt sur les écrivains amérindiens. Et on a reçu une proposition d'une jeune femme doctorante, spécialiste de l'Écosse, qui travaille sur les caricatures. Ah, ça peut être intéressant. Les caricatures des Irlandais, sur les Irlandais. Ah, on va lire en détail. Et sur les représentations des Irlandais dans ces caricatures. Et là, on a découvert un truc dingue. Ces caricatures, je ne sais pas si quand tu l'as lu, ça t'a choqué. C'est le même visuel, la même esthétique que la propagande nazie contre les Juifs. La même. C'est absolument incroyable comment le fantasme de l'autre, de la détestation, se retrouve à l'identique au XIXe siècle, dans ces caricatures de petits commerçants voûtés, au nez crochu. Comment on retrouve ces expressions visuelles de la haine, du rejet, de l'incompréhension, de l'absence, évidemment, d'humanisme, dans cet article. Et on a du coup publié les caricatures. On a demandé les droits d'auteur et on a pu publier les représentations visuelles, tellement elles nous ont renvoyé à une autre histoire et permis de comprendre comment fonctionnait en fait le rejet, le racisme, la xénophobie, et comment elle fonctionnait partout, pareil, tout le temps. Donc cet article-là, il est particulièrement important. Alors, pour peut-être votre grand désespoir, il est écrit en anglais. Bon, hein, ça fait réviser, c'est pas très grave, on en a besoin. Il est facile à lire, on lui a dit enlève tous les mots de plus de 3 syllabes. Sois sympa, voilà. On est tous anglicistes dans ce groupe, les 16, on est tous profs d'anglais, donc évidemment on est un peu... Bon. Et on a fait travailler là une écossaise. Enfin, en tout cas, d'origine. Donc, elle a parlé dans sa langue, elle a écrit dans sa langue, c'était plus facile pour elle. Et il y en a un autre aussi qui est écrit en anglais sur la Renaissance de Harlem. Alors, la Renaissance de Harlem, là aussi, mouvement fondamental, tu en as parlé un tout petit peu. C'est un mouvement contre-culturel, les années 20 aux États-Unis, et c'est le début du mouvement pour la négritude. Donc, c'est vraiment absolument essentiel que de traiter dans un ouvrage comme celui-là de la Renaissance de Harlem dans les années 20 et de l'émergence en fait d'un art noir qui va lentement, laborieusement arriver jusqu'au centre pour en être évacué tout aussi vite et pour y revenir après les droits civiques. Donc une histoire de va-et-vient, grosse tension aux États-Unis autour des représentations de l'art depuis la communauté noire. Cet article le met en scène très clairement. Tu as parlé des discriminations sexuelles. C'est particulièrement vrai dans l'article sur le Chili, où véritablement l'homophobie est malheureusement extrêmement violente et puissante. Bon, l'auteur travaille sur Bonello et sur son cinéma, mais
il n'y a pas que le Chili, mais bon, là, il se trouve qu'on a fait un choix parce que c'était particulièrement violent dans le cadre du Chili. Donc, je ne résume pas plus les articles puisque tu l'as déjà fait. Et puis, il y a l'article que j'ai commis sur Momedey et sur lequel je vais un petit peu plus insister maintenant pour vous expliquer ce qui m'a... Pas d'abord Momedey, parce que je vais arriver à Momedey tout doucement. Je suis perdue parce que j'ai changé mon espace-temps et du coup, je ne sais plus où j'en suis dans mes notes, mais je vais me retrouver. Je vais retomber sur mes pattes. Donc, l'article que j'ai proposé là dans le bouquin, moi, sur cet écrivain, il s'appelle « De l'inconvenant au visage de l'indolence », l'exemple de Scott Momedey. Donc, j'ai utilisé ou associé à l'inconvenant, notre concept commun à tous, un autre concept qui est celui de l'indolence. Ça peut sembler bizarre a priori, hein. C'est plutôt sympa l'indolence, tranquille, pas pressé, pas de pression. Il se trouve malheureusement que pour les Amérindiens, tout comme pour les Afro-Américains, c'est le stéréotype majeur qu'on leur a associé, le cliché le plus classique qu'on leur a associé au XVIIIe, XIXe siècle aux États-Unis, pas que, donc comme je ne vais parler que des États-Unis. Et on le sait pour la communauté noire, hein, cette représentation de l'ancien esclave, ou encore esclave, l'oncle Tom, qui dit oui, béni oui, qui accepte tout, donc qui est indolent. Ça a été utilisé de la même manière contre les Amérindiens pour justifier énormément de choses, à commencer par la christianisation, parce qu'il faut mettre d'équerre, enseigner, élever, éduquer tous ces indolents et tous ces enfants. Évidemment, qui est indolent, est également puéril. En général, ça va avec dans les stéréotypes. Et ça, c'est le stéréotype contre lequel Momedey s'est battu toute sa vie. Il a travaillé toute sa vie sur ce stéréotype, à détricoter, déconstruire, comme on dit aujourd'hui, le stéréotype de l'indolence rattaché aux Amérindiens. Non, nous ne sommes pas indolents. Non, nous ne sommes pas des enfants mal élevés. Nous sommes des citoyens américains. Nous sommes des êtres humains. Donc, il a créé toute une littérature autour de l'enfance. Son deuxième roman s'appelle « L'enfant des temps oubliés ». C'est une très belle traduction en français. On n'est pas toujours très bon pour traduire les titres anglais. « The Ancient Child », en anglais, traduit par l'enfant des temps oubliés. Et moi, j'ai travaillé plus particulièrement sur une pièce de théâtre dans cet article qu'il a publié en 2006, qui s'appelle « The Indolent Boys », les garçons indolents. Et c'est là-dessus que je me suis concentrée. Mais je vais vous dire un petit mot sur Momedey, parce qu'il faut connaître d'abord l'écrivain, et après je vous parlerai de l'homme, du bonhomme même, pour que vous ayez envie de découvrir l'écrivain, puisqu'en fait ça s'est passé comme ça pour moi. Donc je me dis peut-être que ça peut marcher pour les autres. Moi j'ai été séduite par le bonhomme. J'ai d'abord bouffé avec lui, on était dans l'Oklahoma, c'était une mission, c'était détente, on a mangé, on a bu. Je me suis dit, génial ce type, mais c'est qui? Et après on m'a dit, bah, c'est le prix Pulitzer de littérature 1969. Ah quand même, mais il est hyper cool. Et oui, mais c'est le plus grand écrivain amérindien. Ah quand même, mais il est vraiment drôle. Donc c'est parti de là. Et à partir de là, j'y ai consacré toute ma vie professionnelle. Il est né en 1934 dans l'Oklahoma, qui est donc sa terre de naissance. Si vous avez des questions après, on en discutera pourquoi il est né dans l'Oklahoma, alors qu'il est originaire de la tribu des Kiowa, qui à l'origine n'est pas du tout une tribu qui s'est installée dans l'Oklahoma. L'Oklahoma est ce qu'on appelle la terre indienne, terre de déportation. Nous en parlerons ensemble si vous êtes intéressés. Donc, il est né là en 1934 et il est mort le 24 janvier en 2024. Et le mot qui l'intéresse, c'est celui-là, un écrivain autochtone. Il parlait très mal le français, mais croyez-moi, il le comprenait bien. Quand on se plantait de mots, il était le premier pour corriger. Donc, écrivain autochtone, oui. Écrivain indigène, oui. Écrivain indien, sur oui. C'est vraiment comme ça qu'il voulait qu'on l'appelle, indien, à cause de l'erreur historique. C'est. Donc, un écrivain indien, moitié Kiowa, du côté de son père, moitié Cherokee, du côté de sa mère. Et son premier roman, le premier roman qu'il ait produit, il faisait plutôt de la poésie,
Et tout jeune, le premier roman qu'il produit, 1968, en plein pendant les droits civiques. Bon, très bon timing, il a eu le nez creux. Son premier roman est identifié, publié parce que c'est les moments pour les droits civiques et que c'est quand même un moment où les maisons d'édition sont sensibilisées, on va dire, que ce qui était invisibilisé devient un peu plus visible. Donc il trouve une maison d'édition, il sort son bouquin qui s'appelle La Maison de l'Aube, House Made of Dawn, et ça marche du feu de Dieu tout de suite. Et l'année suivante, 1969, il reçoit le prix Pulitzer de littérature. Et c'est le seul Amérindien à avoir eu ce prix. Il n'y en a plus eu après, il n'y en avait pas eu avant bien sûr, et il n'y en a plus eu après. Donc il est le seul. Autant dire qu'il était, j'ai du mal, le porte-parole de la cause amérindienne. Aux États-Unis, très connu au Canada aussi, mais c'est le porte-parole. Ça a toujours été le porte-parole, même s'il n'aimait pas bien ce mot. Il était le porte-parole et il marque avec ce prix le début de la Renaissance amérindienne. Déjà, si vous êtes un petit peu curieux, je vous dirais, s'il faut choisir par quoi commencer, autant commencer par le début avec Momedé. C'est ce premier roman qu'il faut lire d'abord. C'est vraiment ce premier roman, parce qu'il est éblouissant, tout simplement, et qui vous donne envie de découvrir cette culture. Ce premier roman, c'est les aventures d'un type assez banal, a priori, qui s'appelle Abel, en christianisation des Amérindiens. Donc tout est codé, tout est symbole dans la littérature amérindienne. Beaucoup en lien avec quand même la christianisation. Et ce Abel, on le voit pendant 7 années, c'est un chiffre ou nombre symbolique, traverser la vie et traverser l'Amérique entre 1945 et 1952. Il est vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu aux côtés des États-Unis. Il est donc dans plusieurs marges en même temps. Les vétérans sont à la fois idolâtrés aux États-Unis et très craints. Ils portent sur eux les stigmates de la guerre. On aime bien les vétérans et on en a peur. C'est une forme de marge. Et il est amérindien. Il appartient à au moins 2 espaces marginaux. Et il est pris dans cette espèce de schizophrénie. Le mot est bien, je pathologise la situation avec ce mot, mais c'est pas si loin de ce que Momedé disait de l'indianité. L'indianité, c'est une schizophrénie. C'est se sentir mal partout, vraiment bien nulle part. Indien de cœur, américain de nation, est mal tout le temps. Et Abel, il est mal tout le temps. Et pourtant, il y a vraiment des moments d'épiphanie quand il est sur la réserve, qu'il retrouve son grand-père, qu'il entend parler Pueblo. Il est heureux, mais il faut manger. Il faut retourner très vite en ville. Et là, c'est l'Amérique à nouveau. Et donc, on a cet homme qui est pris entre 2 rythmes, 2 temporalités, 2 mondes, et qui est en souffrance à cause de cette division intrinsèque qui est très, 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 très connue et qu'on trouve dans toutes les littératures ethniques, en fait, américaines. Donc l'ouvrage est superbe, il est très bien écrit, très poétique, il est plein de vie, plein de beauté. Et pour commencer, vous ne pouvez pas être déçu. Ou alors vraiment, je mange mon chapeau. On se revoit dans 6 mois, et vous me dites non, c'était naze. Bon, ça ne changera rien, mais je ne comprendrai pas. Parce que c'est vraiment beau, objectivement. Voilà. En plus, il tombe amoureux, il y a une belle histoire d'amour. Enfin, tout est bon, tout est bien écrit. Et dans cet article, c'est pas de cet ouvrage sur lequel il y a toute une littérature, c'est pas de cet ouvrage que je parle, parce que, bon, bien sûr, il déconstruit plein de stéréotypes déjà dès le début. Moi, c'est sur la pièce de théâtre des Indolent Boys, les garçons indolents, c'est sur cette pièce que je me suis un petit peu concentrée. Parce que j'ai voulu voir, ou plutôt montrer, je le savais, j'avais déjà écrit un gros livre sur Momedé en 2005, mais là, j'ai voulu montrer vraiment plus explicitement, à cause de l'inconvenant justement, comment Momedé avait cherché à resacraliser l'enfant, en mettant en scène, là, pour la première fois, vraiment directement 3 gosses, 3 gamins. Ces 3 enfants qui sont les héros de cette pièce. C'est une pièce de théâtre très oralisée, assez indienne. Il y a quelques mots indiens. Kiowa, ça passe ce sont des enfants Kiowa
qui sont en fait des fugitifs, qui se sont enfuis d'un pensionnat catho où ils avaient été placés de force, on va en reparler, et ils se sont enfuis en plein hiver et ils sont morts. Frozen, on les appelle aussi dans la mythologie Kiowa les Frozen Boys, les garçons gelés. Et c'est une histoire vraie, une histoire qui appartient donc à la mythologie historique des Kiowa. Et il a eu besoin de faire cette pièce de théâtre pour dire non, nos enfants ne sont pas indolents. Non, nos enfants ne sont pas irresponsables. Les responsables sont les adultes. Ce sont les adultes qui ont ouvert ces pensionnats. Ce sont les adultes qui, sous prétexte de nous rendre nous-mêmes adultes, nous ont imposé des codes qui ne sont pas les nôtres, nous ont coupé les cheveux, nous ont mis en uniforme, nous ont obligés à parler leur langue et nous ont battus quand on parlait la nôtre. Et ces 3 enfants se sont opposés. Ils ont été assez nombreux à le faire. Et ils ont fui en 1789 et ils sont tous 3 morts. Ils ont été retrouvés gelés. Donc la pièce traite de ça et elle resacralise l'enfant pour bien montrer que ces enfants sont des guerriers, des warriors, des guerriers, et que les Indiens ne sont pas des enfants, ne sont pas des enfants indolents. Les Indiens sont des guerriers. Voilà le message. Donc on déconstruit les stéréotypes blancs du 18e et du 19e sur l'indolence, l'indiscipline, enfin il dit indiscipliné, les Indiens sans culture, qui sont le prétexte à la christianisation, à la colonisation, et surtout le prétexte à la création de ces écoles dont vous avez sans doute entendu parler, ces pensionnats protestants. L'Amérique a toujours été très religieuse. Hein. En soi, c'est pas un problème, quand chacun choisit. Là, en l'occurrence, pour les Indiens, ils n'ont pas choisi grand-chose. Donc, les pensionnats protestants à 80%, catholiques pour les 20 restants, tous les jeunes Indiens, à partir de 11 ans, y ont été placés à partir de 1789. C'est au moment où on est en pleine déportation. La déportation des Amérindiens a commencé. Si vous voulez me poser des questions là-dessus, j'y répondrai bien volontiers. Et dans ces pensionnats, tous les jeunes de 11 ans à 18 ans ont été scolarisés, éduqués, américanisés. Donc ce sont des structures d'assimilation forcée. Mais ils y ont été également battus, humiliés, et la littérature, depuis les droits civiques, s'est construite, la parole s'est libérée, violés, agressés, abusés. On connaît maintenant toute l'histoire de ces pensionnats dits indiens. Hein. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a là une exception américaine. Je vous renvoie à Betaram. Voilà, pas une exception américaine ici, du tout. L'exceptionnalité ou l'exception américaine, c'est en fait le côté systémique. C'est le projet ethnocidaire qu'il y avait derrière. Alors, génocide, on ne peut pas employer le terme, hein, c'est très dénoncé. Bon. On pourra en discuter, on peut chacun, à mon avis, on peut avoir chacun son avis. Mais il reste 2 millions d'Indiens, donc on vous dira non, ce n'est pas un génocide. Mais c'est indéniablement un ethnocide. Leur ethnicité a été absolument détruite. Et c'était un projet. Et leur humanité a été vraiment mise à mal. Et ça aussi, c'était un projet. De faire de ces enfants, je ne sais pas, des zombies. Ils sont lâchés à 18 ans dans une nature, une ville hostile, et ils ne savent plus qui ils sont. Et ils en témoignent tous. Ils ont tous la même histoire. Et les jeunes filles, je ne vous en parle pas. À côté des pensionnats de jeunes filles, il y avait des petits cimetières avec des petites tombes. Ouais. Au Canada, comme aux États-Unis, pareil, la même histoire qui se répète pendant plus d'un siècle. En 1973, après les droits civiques, enfin, on leur a rendu la possibilité de diriger eux-mêmes. Ça s'appelle toujours des pensionnats indiens, mais ils sont maintenant aux mains des Indiens, avec des professeurs indiens.
Et ils enseignent dedans les traditions et les cultures les langues vernaculaires. Donc Momedé travaille là-dessus. Momedé, c'est quelque chose qui... je n'ai pas de mots d'ailleurs, je ne peux pas parler à sa place, mais c'est son plus grand trauma, je crois. Il sort lui-même d'une école, évidemment, d'une école indienne, comme tous. Il m'a toujours dit qu'il n'avait jamais été lui-même personnellement agressé parce qu'il était 10 fois plus grand que tout le monde et 10 fois plus grand que ses professeurs. Momedé faisait 1m98, pesait plus de 100 kg, chaussait du 54. Voilà, il n'y a pas un curé qui s'en soit approché. Donc, il s'est battu et il s'est défendu et même dans la cour d'école, personne ne l'a jamais dérangé. Mais il a dit très tôt qu'il écrirait pour ceux qui n'ont pas pu se défendre. Donc voilà l'article moi, sur lequel j'ai travaillé. Et je voulais maintenant, pour terminer simplement, avant que vous me posiez vos petites questions, si vous en avez, j'espère, vous parler donc du bonhomme. Le fameux bonhomme, Momedé lui-même. Donc je vous ai donné un peu le portrait. Donc c'était un medicine man. Donc il a été initié aux traditions de son peuple. Il a été baptisé à la Kiowa. Après, il a été dans une école catholique. Il a eu une éducation catholique. Il a été christianisé comme tous les Indiens, voilà, jusqu'à 1973. Dans sa tradition Kiowa, on lui a donné une identité particulière qui est toujours en lien avec les mythologies du peuple en question, et il a été associé à l'animal totémique de l'ours. Il s'est donc toujours pris pour un ours. Et il disait « Je suis un homme ours. I am a bear man. I am a bear man. » Et il pouvait le dire, hein, avec sa stature. Il n'y a pas de problème, on le croyait tous. Hein. J'ai 2 petites photos que j'ai prises en 2003 quand il est venu. Vous viendrez voir sa bobine, toujours en train de sourire, avec une longue natte de cheveux blancs dans le cou, la natte. Et puis il marchait comme ça. Je ne sais pas s'il avait développé même une démarche d'ours, un truc absolument incroyable. Bon, ça c'est l'animisme, hein, je pense que quand on y croit, on le vit. Et il a baigné là-dedans toute son existence. Et il avait certains dons, j'en suis absolument convaincue. Et moi je l'ai rencontré pour la première fois, et c'est là-dessus que je vais terminer, donc des petites anecdotes pour vous donner envie de le découvrir en tant qu'écrivain. Je l'ai rencontré en 2001. Moi, je suis une jeune, même pas prof, une jeune doctorante. J'avais quand même fini ma thèse et je voulais me réorienter. Je travaillais sur Edgar Allan Poe, j'en pouvais plus d'Edgar Allan Poe, des contes fantastiques, j'étais au bout de ma vie. Je voulais faire quelque chose, respirer, travailler sur autre chose. Et je savais qu'il y avait ce partenariat à Clermont-Ferrand avec l'Oklahoma. Il a 40 ans d'âge, ce partenariat. C'est notre plus fort à Clermont, à l'université. OU, Oklahoma University à Norman, super université, un État pourri, facho au dernier degré, mais une université au milieu, qui justement, parce qu'elle est au milieu, est un joyau d'humanisme, de tolérance, voilà, parce que c'est en territoire indien, c'est l'Oklahoma. Et j'y suis allée pour la première fois de ma vie en 2001 avec une collègue, avec l'idée de « je vais trouver un sujet ». Je vais me réorienter, je vais trouver un truc, je vais dans ce partenariat, la fac me le paye, on y va, quoi. Et j'étais dans la bibliothèque, sublime bibliothèque de Norman, dans laquelle je suis retournée plus de 10 fois après, en train de bosser, et puis alors, c'est tout sur les Indiens. Donc j'avais de la culture amérindienne à gogo de partout, et tout, mais moi, j'avais rien lu, j'avais pas bossé encore là-dessus. Je savais que j'étais dans le lieu. Mais bon... Et le type qui m'hébergeait, un vieux professeur qui est devenu un ami très proche aussi, s'appelle Alan Veli, qui a 91 ans cette année, bonne forme, me logeait sur le campus. Et il me dit, je cherche un sujet, creuse sur les Amérindiens. Moi, j'y connais rien. Écoute, arrête de bosser dans cette bibliothèque, sors de là, ce soir je te fais manger avec Momedé. Et il pensait que j'allais faire « Waouh !» Et j'ai dit « Avec qui ?» Il m'a dit « Ce soir, je te fais manger, c'est un copain. Il intervient parfois pour le département d'anglais. Je te fais bosser avec Momedé. Je te fais manger avec Momedé. »
Je dis, mais c'est super sympa. Bah, on va faire un barbecue, mais c'est qui? Il me dit, mais c'est le prix Pulitzer 1969. Mais je suis désolée, je ne le connais pas, quoi. Il me dit, bon, écoute, tu as 2 heures, tu es à la bibliothèque, tu as 2 heures, je viens te chercher à 19 heures, tu bosses. Parce que tu ne peux pas être à un repas avec Momedey si tu ne connais pas, quoi. Enfin, et je bosse pendant 2 heures. Je découvre l'horreur de ma vie, quoi. L'enfer de mon désespoir. Je ne connaissais pas ce type qui était génial. Et il y avait toute l'université, pratiquement toute la bibliothèque de Norman est à sa gloire. Et je découvre. Et j'arrive en stress, dans un état d'angoisse, ne sachant que les titres de ces productions, au repas. Et je lui dis, je suis mais honorée de manger avec vous, monsieur Momedey. Et Alan Willy pensait que j'allais dire, j'ai lu telle ou telle chose. Et je lui dis, mais je ne vous connais pas. Et il me dit, mais c'est pas grave, je vais vous dire un truc, je ne vous connais pas non plus. Je ne vous ai jamais lu. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais avec un bon verre de vin et un bon petit repas, ça ira mieux après. Et c'est parti comme ça. Et mais j'ai adoré cette entrée en matière. Moi non plus, je ne vous ai jamais lu. Moi non plus, je ne vous connais pas. C'est un excellent départ. Donc on est parti sur une espèce de virginité intellectuelle totale, puisqu'effectivement, il ne savait même pas que j'étais prof. Et moi, je ne savais même pas qu'il était écrivain. Enfin, je venais de l'apprendre. Et on a rigolé, et il m'a parlé. Et il m'a dit, tu veux faire un livre sur les Indiens ? Vas-y. En France, vous n'y connaissez rien, vous êtes naze en indien. Il m'a dit, fais ton livre sur les Indiens. Et à la fin du repas, il m'a dit, je t'aiderai si tu veux. Et à la fin du repas, il m'a dit, publie ton bouquin, et après, tu feras un livre sur moi. Mais sur vous, tu feras un livre sur moi. Je te propose de devenir la spécialiste de Momedey en France. T'es OK? Je dis oui, merci. Et je suis devenue la spécialiste de Momedey en France. Il y en a une en Europe, une en Italie et une en France. On est 3. Bon, il est spécialiste absolument partout ailleurs dans les grands pays. Il est très très connu en Amérique latine en particulier, au Canada, aux États-Unis, en Europe un peu moins. Et donc c'est parti de là. Et en 2005, j'ai écrit mon premier livre sur lui, qu'il a relu, relu, c'est un peu compliqué, mais sur lequel il a quand même participé, eu bien sûr un droit de regard. Il m'a donné une belle interview exclusive au début du livre, qui s'appelle Le fameux Homme-ours. Et en 2003, avant ça, je voulais vous le dire, donc à partir de ce moment-là, donc à partir de 2001, on s'est mis à s'envoyer des emails. Il adorait les emails. Donc on s'est mis à s'envoyer des emails, mais à la mode de Momedey. Il faut que je vous retrouve, j'en ai un petit peu sorti quelques exemples. Alors, c'est pas là. Oui, c'est là. On a eu un échange épistolaire moderne, 2.0, avec ces mails. On s'est beaucoup écrit pendant plus de 20 ans. Ça s'est beaucoup tassé et arrêté à partir du Covid. Bon, il a eu un Covid long, il a été très malade et puis les choses se sont mal enchaînées. J'ai eu le dernier mail de Momedey avec un contenu au printemps 2023. Et puis, un mois avant sa mort, j'ai eu un mail vide, il n'y avait rien dedans, et il y avait un titre, et c'était « I am ». Je me suis dit, alors qu'est-ce qu'il a? Il me dit rien, mais si, il m'avait dit quelque chose. Mais j'ai compris après. Donc, j'ai eu, dernier mail, c'était celui-là. Mais pendant 20 ans, on s'est écrit, et il a, je pense, pris beaucoup de plaisir à se moquer de moi. Je suis restée la petite française, la gamine. Bon, maintenant, je ne suis plus la gamine de personne, c'est embêtant, mais j'ai été quand même la gamine pour Momedey pendant plus de 20 ans. Et un jour, je lui dis, ton adresse email, elle est vraiment super belle parce que tu as mis le nom de ta mère. Donc, sa maman s'appelait Natachi, qui est un très beau prénom cherokee.
Et il avait construit son adresse email avec le prénom de sa mère, donc Scott Natanchi AOL, je ne sais plus comment c'était, gmail.com. C'est désactivé depuis 1 an, donc je peux le dire, je ne le disais pas avant. Natanchi. Et un jour, je lui dis, c'est super beau, quel prénom magnifique. Et puis même toi, Momaday, ça veut dire quelque chose en Kiowa. Avoir un nom qui a une signification, quelle joie. Et on échange dans un long mail et il me dit, mais on devrait tous avoir en fait ce bonheur de pouvoir signer. Parce qu'écrire, c'est un tel pouvoir, écrire, c'est une telle jouissance, mais finir d'écrire, conclure, le dernier mot, quand on n'a pas un prénom qui a du sens ou quand on n'a pas un nom qui a du sens, on devrait tous avoir le réflexe de mettre un mot qui, lui, a du sens et de terminer nos échanges avec un mot qui a du sens. Et cet échange qui était très intéressant, qui était sur la littérature, sur les mots, il le conclut, enfin, il le met en scène lui-même, et il signe paper roll, papier toilette. Et je me dis, oh là là, c'est parti. Il me lance un défi, quoi. Ça a duré 20 ans. On n'a plus signé aucun de nos mails par nos prénoms. Ni Anne, ni Scott. Mais toujours par un mot. Et plus les années passaient, plus c'était décalé. Et donc, j'ai répondu et j'ai signé spoon, petite cuillère. Il m'a dit, peut mieux faire. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je sois bonne, quoi. J'étais avec l'intellectuel absolu, enfin, un écrivain hors norme, et il me lançait un défi. Et j'ai souffert, le martyre. Vraiment, pendant des années, à chercher une signature, à chercher un mot, à chercher une blague, et à creuser. Mais pourquoi il m'a mis ce défi? En fait, c'est un truc amérindien. L'humour et l'autodérision. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. C'est quelque chose de très, très culturel que de rire de soi avant que l'on se moque de vous, en fait. C'est là la stratégie de l'autodérision mise en place par les Amérindiens depuis la colonisation blanche. Et en fait, il s'est beaucoup amusé. Et il y a eu toute une année en particulier où parce qu'il écrivait à sa copine française, il a signé avec des mots français qui le faisaient rire. Donc j'ai eu toute l'année 2017, j'ai un fichier rempli de ces mails. L'année 2017, c'était que des mots français qui le faisaient rire. Donc cette année-là, j'ai eu plein de mails. Alors après, il les reprenait parce qu'il les trouvait tellement drôles, qui sont en fait des mots que les Américains adorent parce qu'ils n'arrivent pas à les prononcer. Donc je ne vais pas vous faire une liste, autant qu'il y en a un peu salaces, mais c'est tous les mots en ouille. Donc par exemple, gargouille, grenouille, ils adorent parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer le yeux. Donc ça fait grenouille, gargouille. On avait passé déjà au restaurant une bonne heure à parler de ça. Donc il m'a signé ces mails pendant plus d'une année. Grenouille, gargouille. J'ai eu gymnastique assez souvent. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai noté, je l'ai retrouvé hier, j'ai eu pissotière, qu'il adorait particulièrement. Je ne sais pas si je vous le vends bien, mon intellectuel, mais je vous vends la vraie personne. C'est vraiment lui. Donc voilà, pendant une année, j'ai eu des mails signés par des mots bizarroïdes. Il aimait particulièrement les mots autour du téléphone. Donc il a beaucoup signé iPhone, earphone, megaphone, tous les mots autour de phone. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu d'explication. Et puis moi, je me suis battue, j'ai essayé de développer une stratégie. Alors des fois, il me disait average, ça veut dire moyen, pas top, on recommence. Ou alors, ouais, great. Alors, j'avais fait un truc qui lui plaisait. Bon. Et je me suis battue, j'ai intégré mon prénom, Anne, dans d'autres mots. Donc j'ai signé anorexic, anatomy, omicron. Ça, c'était pendant le confinement. Il a beaucoup aimé celui-là, il m'a répondu vaccination. Bon, il faut être faut parler un peu l'anglais, la base. Donc voilà, ça a duré des années. Et puis un jour, et je vais vous le lire, un jour, en 2018, donc je reçois un fameux mail signé Fishbowl, aquarium. Moi, je me dis, c'est comme d'hab, ça va être... Non, ce mail-là était particulier. Ce jour-là, il m'a offert un poème, enfin, un texte en prose, que pour moi. Il ne l'a jamais publié, à moi de le lire ou de le diffuser à qui je veux, quand je veux. C'était un cadeau, ce jour-là, de la part de Fishbowl. Et je vais vous l'offrir. Je l'ai traduit, c'est moins joli en français, mais quand je l'ai reçu, j'ai pleuré. Donc je me suis dit,
Ouais, il faut l'offrir à d'autres. Ça s'appelle... Alors par contre, il ne faut pas que je pleure. Je pense qu'en français, ça me fera moins l'effet qu'en anglais. Donc c'est 2018. Il était déjà plus fragilisé, mais pourtant, il n'y avait pas encore eu le confinement. Et ça parle de transmission, ça parle de vieillissement. Il n'a pas du tout aimé ça, vieillir. Personne n'aime ça. Mais lui, pas du tout. C'est un grand séducteur. Il a eu 4 femmes. Vieillir, ça ne lui plaisait pas du tout. Et c'est sur la fin d'une vie. Ça s'appelle The Piano Teacher. Je ne vous traduis pas le titre. Par l'après-midi pluvieux du 20 avril 1986, la professeure de piano se rendit au conservatoire de musique de Moscou. Elle était alors une femme âgée, seule et en mauvaise santé, avec seulement son piano et ses quelques élèves pour la soutenir. Mais ce jour-là, un événement majeur se produisit. Elle était venue au conservatoire pour assister à une représentation de Vladimir Horowitz, revenu à plus de 80 ans et après une vie passée loin de chez lui, jouer une dernière fois dans son pays natal, la Russie. Il prit place sur le banc sous un tonnerre d'applaudissements et chacune de ses partitions fut parfaitement interprétée. Ce fut une prestation inoubliable. La professeure de piano était en extase et ses applaudissements dépassaient tous les autres. Puis, Horowitz commença à jouer Traumerei de Schumann. Ses doigts semblaient flotter au-dessus des touches, produisant une mélodie si délicate qu'elle en paraissait comme irréelle et éthérée. La professeure était si profondément émue qu'elle ne put applaudir. Seul le plus profond silence de son âme pouvait accueillir ce moment. Elle comprit qu'elle avait vu et entendu quelque chose d'aussi proche de la perfection qu'elle ne pourrait plus jamais recroiser une telle beauté. Et les larmes lui montèrent aux yeux. Il était temps pour elle de quitter le monde. Ça va, ça passe. C'est beau. Allez, beaucoup de ses poèmes ressemblent dans le fond à celui-là. Quand il l'écrit en pensant à son rôle de professeur, d'auteur, d'écrivain. Mais l'humour n'est jamais très très loin de la nostalgie chez Momedé et je vais juste maintenant terminer vraiment. Je peux encore ? Sur 2 anecdotes plus drôles, parce que là c'est vraiment pas drôle, je m'en aperçois en vous le disant, mais il voulait toujours rire. 2 anecdotes qui m'ont fait moi-même mourir de rire pour le coup. Il est venu en 2003, c'est là que j'ai eu mon cadeau. Il est venu à Clermont-Ferrand recevoir le doctorat honoris causa de l'université Blaise Pascal à l'époque, notre belle université Abdallah. Hein ? On a été heureux là-dedans. Et il arrive, je l'invite, donc souvenez-vous du bonhomme, hein, je l'invite chez moi à Mozac, dans ma maison bâti-rêve, maison de nains. Hein. Et il était attablé chez moi. Donc à une table trop petite, hein, dans une pièce minuscule, où nous venions de partager un apéritif sans doute bien trop léger pour l'homme ours qu'il a toujours été. Mais il avait tout de même un peu bu, il était d'humeur poétique, il aperçoit par la fenêtre de la baie vitrée ce qu'il pense être la pleine lune. Il se lève, il ouvre la baie et il s'exclame en écartant les bras « Oh, what a wonderful moon !» Il s'aperçoit alors que c'est l'un des nombreux réverbères de ma rue. Il se penche en avant et dit avec malice « Oh my God, so many moons! What a beautiful street! » J'ai eu un fou rire, j'ai cru que je ne m'en remettrais pas. Une autre chose m'a beaucoup marquée. Avant qu'il arrive à Clermont-Ferrand, il m'avait fait une demande, juste une seule. Il voulait une chambre ronde. Alors, ce n'était pas exigeant, ce n'était pas Maria Callas, ce n'était pas une diva, mais aller trouver une chambre d'hôtel ronde à Clermont ou dans les alentours. Il m'a fallu 1 mois et demi. La panique, la catastrophe. Où trouver une chambre ronde comme le cosmos, comme un tipi
en quelque sorte. Chez lui, sa maison à Santa Fe est construite dans le désert et elle est intégralement ronde, tout en verre pour être dans la nature. Enfin, pas exactement, parce qu'il ne faisait pas chaud du tout. Donc au milieu du désert, elle est toute ronde et en verre. Bon. Et là, il me dit, je voudrais une chambre, je ne te demande rien, hein, une chambre ronde. Alors là, c'était le début de l'enfer. J'ai cherché partout. Pas du tout là. Je vous trouve la bonne page d'ici quelques secondes. Donc, pour qu'il puisse peindre et se recueillir. Et c'est d'ailleurs pour se recueillir, très certainement, hein, qu'il est arrivé à l'aéroport avec son propre peyote. Vous connaissez le peyote ? Depuis 1990, c'est un des stupéfiants, une des drogues les plus puissantes aux États-Unis. C'est complètement interdit, hein. Mais c'est utilisé par les Amérindiens dans la Native American Church, dans leur église, comme effectivement un usage spiritualiste pour obtenir des visions, parce que ça vous déchire, très clairement. C'est véritablement un stupéfiant très puissant qui se mâche. C'est de la graine de cactus. Ça vient du Mexique. Et il arrive à l'aéroport d'Olna, les poches bourrées de peyote. Il passe tranquille, et puis moi je l'attends, et il me dit, tiens, on va s'amuser. Et il me sort le peyote. Je lui dis, mais t'avais ça dans tes poches ? Il dit, oui, tu m'avais trouvé une chambre ronde, je vais te remercier, je te ferai goûter le peyote. Je lui dis, mais il est fou. Donc je lui ai dit, non, on ne fait pas ça, quand tu repartiras, tu ne feras pas ça. Donc premier endroit. Et je l'amène, après 1 mois et demi de recherche, dans la chambre que j'avais fini par trouver dans les hauteurs de Roya, un vieil hôtel construit une espèce de vieux château. Je ne sais pas s'il existe encore. Il y avait une chambre qui s'appelait chambre du donjon, entièrement ronde. Et on rentre, il franchit le pas, et puis il me dit I love it. You made it. I can feel inspiration. Wow, je me suis dit super. Et en fait, 8 jours après, quand je suis allée le chercher pour le ramener à l'aéroport, après avoir vérifié qu'il avait vidé ses poches, tout le peyote, qu'il avait d'ailleurs, je pense, chiqué allègrement, parce qu'il était toujours très gai, il m'a offert ce tableau. Et il m'a dit, voilà, tu as trouvé la chambre de mes rêves, j'ai été inspirée, mon grand-père m'a parlé, c'est pour toi. Donc je voulais apporter aussi, ça fait partie pareil de ce que je fais maintenant avec mes étudiants. Je leur apporte le tableau de Momedé. Il m'a aussi offert un sac de peyote, mais ça c'est ma vie personnelle, je ne l'ai pas apporté. C'est planqué quelque part chez moi, parce que pendant 21 ans, je n'ai pas voulu que mes enfants tombent dessus. Deuxième moment aussi amusant, c'est qu'il a voulu tout goûter. Il a voulu goûter la cuisine auvergnate. Française, il connaissait très très bien, mais auvergnate. Donc il a fallu aller au resto pendant 8 jours, à midi et le soir. Il faut nourrir un homme pareil, donc ça a coûté cher à l'université à l'époque. C'est peut-être pour ça la crise. Ça vient peut-être de lui. Donc on a été au resto 2 fois par jour, tous les jours pendant 8 jours. Il prenait plusieurs verres d'ailleurs, de Bordeaux rouge, et puis des desserts absolument énormes, les siens puis les miens, parce que moi je ne tenais plus, pour entretenir son diabète. Parce qu'il faut traiter le mal par le mal. Et que c'était une recommandation de Medicine Man. Bon, j'ai jamais osé adapter à ma propre santé. Mais il a tenu jusqu'à 90 ans avec un diabète absolument monstrueux. Donc, ça doit marcher d'une manière ou d'une autre. Et il a adoré apprendre des tas de choses il a eu des expériences gustatives qu'il a découvertes avec la candeur d'un enfant, qu'il était vraiment en fait. Il a adoré l'histoire de la tarte tatin, il a adoré l'histoire du Paris-Brest, et il m'a dit mais il faut être français pour inventer un dessert en forme de roue de vélo pour valoriser un parcours cycliste. Vous êtes complètement dingues les Français. Mais qu'est-ce que j'adore manger votre pâtisserie. Et donc, je pense que des Paris-Brest, il a dû en manger 1 par jour après avoir découvert le Paris-Brest lors d'une de ses expériences. Voilà ce que je voulais vous dire en mode absolument pas universitaire, mais plutôt en mode amical, pour que vous ayez envie de découvrir cet écrivain qui, honnêtement, était un homme génial. Vraiment génial.
Merci Anne. La parole est à vous. Toutes les questions sont acceptées. Que ce soit des questions théoriques sur les problèmes culturels en général, que ce soit sur la littérature amérindienne, que ce soit sur Scott Momaday, que ce soit sur l'Amérique, sur les Indiens en Amérique, sur tout ce que vous voulez. Tu fais passer le micro ou... Oui, attends, je vais prendre un autre micro. Temps. Oui. Ça marche. Merci pour ce bel exposé. Vous devez savoir qu'il n'est pas nécessaire de retourner au XVIIIe siècle pour mentionner toutes ces horreurs. Il n'y a qu'à parler de ce qui s'est passé au Québec et au Manitoba, donc au Canada, il y a à peine 2 ou 3 ans, où là, on a déterré des centaines, voire des milliers de cadavres d'enfants derrière des pensionnats. D'ailleurs, ce ne sont pas des cadavres qui remontent à très longtemps. Il y a encore des survivants, il y a encore des témoins. Je me rappelle de cette femme qui a dans la cinquantaine, peut-être un peu moins, et qui disait que quand elle était enfant, dans le pensionnat où elle était, c'était au Manitoba, je crois, on entendait en été les fournaises fonctionner la nuit. Bon, naturellement, on n'avait pas besoin de chauffage en été. On peut s'imaginer ce que l'on voulait. Mais je me dis aussi, qu'en vous écoutant, bon, on ne pouvait pas tout développer, mais n'y a-t-il pas un danger à présenter tous ces malheurs comme le résultat d'une volonté de faire disparaître des populations ? Je pense à ces Amérindiens, ces jeunes qui sont morts dans ces pensionnats. Initialement, le transport partait d'une bonne intention. Nous sommes au XXe siècle, beaucoup étaient transportés par hélicoptère. Ils étaient amenés chez les Blancs pour les soigner parce qu'ils étaient malades, en se disant qu'on va pouvoir les rétablir. Et là-haut, ils n'ont pas d'éducation. Donc, il y avait un fond qui n'était pas forcément néfaste. Il y avait une culture chrétienne extrêmement catholique. C'était surtout les pères blancs, je crois, qui étaient à l'œuvre et qui ont fait beaucoup de dégâts en Afrique aussi, comme on sait, au Rwanda, par exemple. Mais ce n'était pas complètement manichéen. Il y a eu des bonnes intentions. Une que je trouve extrêmement frappante, c'est celle qui a fait disparaître les Inuits du nord du Yukon. Là, l'intention était vraiment bonne. Ces pauvres Inuits, ma foi, avaient du mal à se nourrir. Ils chassaient avec des outils qui étaient faits en os de phoque et autres. On leur a donné des haches, des lames, des armes à feu. Surprise, sur 3 ou 4 générations, ils ont complètement disparu. Et on ne voulait pas les faire disparaître. L'intention de départ était bonne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils sont purement et simplement morts de faim. Avec les nouveaux outils qu'ils avaient, ils ont été capables, sans le vouloir, de complètement exterminer la faune qui les entourait. Donc c'est juste pour dire que ces drames, derrière ces drames, il n'y a pas forcément un esprit machiavélique qui s'est dit on va faire disparaître les Amérindiens, on va faire disparaître les Inuits. Et bon, je m'arrête, j'en ai pour 30 secondes. On peut voir encore aujourd'hui que ces sociétés inuites ont beaucoup de difficultés, que les Canadiens en ont pris conscience, mais que malgré ça, chez les adolescents, il y a toujours le taux de suicide le plus élevé au monde. Donc, ce n'est pas simplement une mauvaise volonté qui est à l'œuvre.
il y a une dynamique autre, je ne la connais pas, je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il faut éviter ce machiavélisme, cette dichotomie. Voilà. Bon, je n'en dirai pas plus, j'ai déjà trop parlé, excusez-moi. Ah ben non, non, pas du tout. Qu'il y ait une intention, ça dépend ce qu'on appelle bienveillant, malveillant, la philanthropie américaine ou la philanthropie canadienne, elle repose effectivement sur des principes chrétiens qui en soi eux-mêmes sont bons. Mais c'est la déclinaison de ces principes sur des peuples et des individus qui ne viennent pas de là, qui viennent de l'animisme, qui viennent de sociétés dites, pardon pour le mot, mais bon, voilà, il est historique, primitives, des sociétés oralisées, pour lesquelles ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, la colonisation et la christianisation imposées, à vitesse, à marche forcée. C'est très rapide de siècles pour acculturer des peuples et les acculturer, déculturer, réacculturer. Je ne saurais pas quel est le bon mot exactement, hein, mais c'est vraiment à marche forcée, donc c'est violent, donc ça passe par, évidemment, le vol, la privation d'une ethnicité. Et puis quand on donne de nouveaux outils, vous l'avez évoqué avec les Inuits, qui est un excellent exemple, des outils qui ne sont pas traditionnels, l'effet de ces outils sur la flore et la faune est forcément mauvais. Et l'usage qui en est fait est forcément contre-productif aussi. Et tout ça, c'est vraiment ce qu'ont vécu en fait les groupes autochtones, les groupes indigènes, sur tout le continent américain, hein, de l'extrême nord, vous avez absolument raison, jusqu'à l'extrême sud. On pourrait parler de quasiment tous les pays d'Amérique latine. Et le principe de départ, c'est le principe chrétien, puisque véritablement celui qui a créé les écoles aux États-Unis, c'est un ancien général, un ancien homme de l'armée, très, très, très pratiquant, très croyant. Alors catholique, je crois. Vous avez sans doute raison. Je crois qu'il était catholique. Et la formule, c'était « Kill the Indian to save the man ». On comprend qu'il y a « save », qui est le principe chrétien, sauver l'homme. Mais au démarrage et au début de la phrase, et dans ce paradigme nouveau, pour faire de l'Amérique un pays plus riche, avec plus de terres exploitables, il faut d'abord tuer l'Indien. Et c'est véritablement ce qui a été fait en premier. Donc il y a aussi dans le paradigme une temporalité. Quand on commence par tuer l'Indien, que sait-on de ce qu'il va rester de l'homme? Que sait-on? Le résultat, il est aujourd'hui, peu de choses restent quand on a tué l'Indien. Et pourtant, c'était pour sauver l'homme. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon d'assimiler des peuples. Et voilà. Il y a des bons principes de départ, puis des méthodes contestables. En fait, il me semble que derrière tout cela, il y a toujours des populations ou des dirigeants qui ont un sentiment de supériorité par rapport à des communautés ou des peuples qui sont considérés comme inférieurs. Donc on va décider à leur place ce qui est bon pour eux. On va les sauver au nom d'une religion ou au nom d'une théorie politique ou autre, parce qu'on estime qu'on est nettement mieux placé
que eux, pour savoir ce qui leur convient, parce que eux, ce sont des enfants, des indolents, comme vous le disiez. Alors, toute cette idéologie, est-ce qu'on ne peut pas l'élargir complètement? Est-ce que ce que vous dites sur les rapports entre la culture dominante américaine et les Amérindiens, c'est pas la même chose qu'on retrouve dans les batailles culturelles dans le monde colonial et post-colonial, dans le monde entier. On est toujours dans ce genre de rapport-là. Donc ça, c'était ma première remarque. La deuxième que je voudrais vous soumettre, parce qu'elle m'interroge aussi, c'est que vous disiez, et justement, enfin je suis d'accord avec vous, que tous ces courants marginaux portant en eux une contestation et l'avenir en quelque sorte de la culture. Mais il me semble quand même que si on se remet dans l'Amérique du Nord, on a une culture mainstream qui est puissante, qui est générée dans une société très marchandisée. Et est-ce que ce centre, cette culture mainstream, ne risque pas d'absorber, de phagocyter tous ces courants originaux, culturels, marginaux, et les dénaturer et les remettre dans le rang, quoi? Si, bien sûr que c'est aujourd'hui plus que jamais, enfin une Amérique immonde que l'on observe, une Amérique, pour moi, vraiment acculturelle et acculturée. Il n'y a pas de discours. Elle est portée par aucun discours, l'Amérique d'aujourd'hui. Pour les Américains, le président, c'est l'Amérique. Voilà. Donc, les Américains, quand ils ont élu, bien ou mal, ça, c'est difficile à dire. Mais enfin, bon, il a eu une majorité. C'est la démocratie, celui-là. Les autres avant lui avaient eu une majorité aussi. Donc, il est élu comme Obama l'a été. Il y a eu l'Amérique d'Obama. C'était une Amérique avec une politique extérieure pas terrible, mais une politique intérieure incontestablement très favorable aux minorités. Même si ça n'a pas changé la face de l'Amérique totalement. Donc on a eu l'impression que l'Amérique était devenue un pays progressiste. Puis ce même pays, avec les mêmes ressorts, avec les mêmes gens, est devenu l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui, pour la deuxième fois quand même, ce qui est un très mauvais indicateur de l'évolution de ce pays. Et Dieu sait que j'aime ce pays. J'y suis allée 26 fois, donc c'est vraiment je commence à bien le connaître maintenant, pas à fond, là, parce que je suis quand même toujours surprise. Cette Amérique-là, effectivement, elle déteste les marges. Elle n'est que du côté du dominant. C'est une Amérique masculiniste, on ne va pas refaire les choses, on le sait. Donc oui, la culture des marges, l'expression des marges est en danger. Et d'ailleurs, je ne sais pas si elle est en danger. Ils mettent tellement d'efforts à tenter de la faire taire et de l'invisibiliser, à mettre les trans à la marge, à mettre les LGBT à la marge, à mettre les Noirs qui ne sont pas de leur parti à la marge, et à stigmatiser tous les musulmans. Il y a une haine absolue des musulmans à la marge. Mais ils y mettent tellement d'énergie, tellement de pouvoir mainstream du dominant, que ça montre une peur, une terreur, une angoisse de la créativité qui vient de ces groupes-là. Et moi, je me dis que quand on a si peur, c'est qu'on est fragile, c'est qu'on est faible. Et c'est qu'on sait qu'une fois qu'on ne sera plus là, la belle Amérique reviendra. Et elle reviendra. Il y a une belle Amérique. Je l'ai rencontrée dans l'Oklahoma, au Nouveau-Mexique. Je l'ai rencontrée, mes collègues de l'université, des intellectuels, des vrais, ceux qui se battent aujourd'hui dans les universités. Oui, il y a une belle Amérique. Il y a une Amérique immonde, capable de tout, qui revient sur les droits constitutionnels,
qui mettent la femme plus bas que terre. Il y a cette Amérique. Et aujourd'hui, c'est elle qui parle. C'est sûr. Je ne peux pas dire l'inverse. Elle me fait mal au cœur. Et d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai pris la décision de ne pas aller aux États-Unis pendant... J'y suis allée au premier Trump, faire mes recherches, etc., en me disant, bon, allez, il est là pour 4 ans, on va continuer notre vie, faire notre recherche, c'est notre boulot. Mais ça, là, cette Amérique-là, ce deuxième mandat de Trump, J.D. Vance, ces personnes-là, non, j'attends la fin. Et je crois à la réémergence d'une Amérique humaniste. J'y crois. Je me plante peut-être, je verrai, j'ai encore un bout de carrière. Parce que je crois à la force des marges et que je suis convaincue qu'il y aura un sursaut. Je ne sais pas s'il sera démocratique, j'en sais rien. Oui, moi je voulais revenir sur le rapport entre les cultures, enfin, les subcultures de la marge et la culture dominante. Cette problématique de l'absorption des cultures de la marge par la culture dominante n'est pas réservée aux États-Unis. Non. C'est un mécanisme qui, je pense même au personnage de Virginie Despentes. C'est un personnage assez, je dirais, qui est assez éloquent de la manière dont elle a été ramenée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se réclame pas toujours d'une littérature de la marge et de valeurs qui lui appartiennent, mais néanmoins, elle est quand même éloquente de la façon dont la littérature normative, les maisons d'édition normatives, etc., ont pu la récupérer pour en faire un objet et un sujet parfaitement porté par le monde normatif. Enfin, Commercialisé. Et commercialisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une culture marginale, j'aime pas trop ce terme, mais enfin, bon, c'est le seul que je trouve, peut promettre une marchandisation de très bon niveau, je pense que la culture dominante fera tout ce qu'elle peut pour s'en emparer, cultiver cet aspect marginal, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'en emparer en le normant. Il va utiliser cette marginalité pour la marchandiser auprès d'un sous-public que ça va séduire. C'est tout à fait vrai. C'est vraiment des mécanismes qui sont des mécanismes absolument, je pense, qui peuvent se trouver dans tous les systèmes de marchandisation, hein, quelque pays oui. que ce soit. Culturellement, même c'est la réappropriation culturelle hein, que vous évoquez aussi. Toutes les cultures ou subalternes ou les contre-cultures, il y a un moment où elles sont réappropriées par effectivement des gens qui n'ont pas eu leur créativité, qui n'appartiennent pas aux marges, et c'est exactement ce que vous dites. Si on pense 2 secondes aux hippies, dans les années 70, voilà un exemple voilà, qui va dans votre sens, hein, ils se sont réappropriés, sans les connaître, les fonctionnements traditionnalistes des Amérindiens, alors qu'ils étaient souvent fils de bourgeois, évidemment blancs, en quête d'un retour à une nature qui n'était pas du tout celle des Indiens, et pratiquant une spiritualité qui s'appelait dope religion, la religion de la bœuf, la religion de la drogue, qui n'était pas du tout, je vous ai parlé du peyote, évidemment, alors maintenant je vous dis ça, vous allez me dire, elle n'est pas crédible, on ne peut pas la croire. Ben si, rien à voir avec l'usage récréatif de la drogue par les hippies, alors que l'usage spiritualiste du peyote par les Indiens n'est pas un usage récréatif. Donc une réappropriation, c'est une dégradation. Et Despentes est un bon exemple de ça, elle est rentrée dans le rang. Et elle est bankable. Donc elle est sur les plateaux de télévision, c'est pas la Despentes d'il y a 25 ans. Hein. C'est juste, c'est tout à fait vrai.
Oui, juste un petit commentaire sur ce qu'avait dit Madame, ce que m'a dit Madame tout à l'heure. Ça va être très rapide. Je ne sais pas si vous connaissez Magda Tether, historienne américaine, et elle vient de sortir un livre que je n'ai pas encore lu, qui n'est donc pas traduit en français non plus, mais je le lirai en anglais. Et la thèse de ce livre est qu'en fait, ce que vous décrivez est essentiellement lié de façon explicite aux États-Unis à la suprématie blanche, mais que sa thèse est que la suprématie blanche est en fait au cœur du christianisme. Et la suprématie blanche s'est étendue, s'est développée par l'extension du christianisme, justement dans les Amériques, du Sud, du Nord, au Canada et en Afrique. Donc retenez le nom, Magda Tether, T-E-2-T-E-R, et le livre vient de sortir récemment, je crois, il n'est pas encore traduit en français. Je le fais noter Voilà. à mon ami qui est venu prendre les notes pour moi. Merci. Magda Tether. Ah, très intéressant, d'accord. Oui. Parfait, merci. Je ne connais pas du tout. Non, mais juste une petite remarque, c'est on attribue, quand on essentialise un peu la thèse, je ne sais pas si c'est la vraie, celle que tu viens d'énoncer, on attribue à l'islam un certain nombre de choses qui font que soit la suprématie, soit une certaine politique, une certaine idéologie, on attribue au christianisme telle conséquence, telle idéologie, etc. On ne peut pas parler comme ça. Enfin, à mon avis, c'est très réducteur parce que le christianisme, c'est comme il est pratiqué par certaines sociétés. Il n'y a pas, à mon avis, une religion qui soit en dehors de sa pratique dans les sociétés. Donc, c'est un peu aller trop loin en besogne de dire le christianisme est l'origine de la suprématie, parce qu'il y a des chrétiens qui ne pratiquent pas du tout la suprématie. Il n'y a qu'à voir les chrétiens de la libération, hein, le christianisme de la libération. Il y a des tas de pays où on pratique une religion qui n'est pas suprémaciste. Chacun trouve dans la religion ce qu'il veut. Son idéologie politique est justifiée par la religion. Par exemple, aux États-Unis, les évangéliques justifient un grand nombre de choses, le suprémacisme, par exemple, en Israël, par la religion chrétienne. Donc, on ne peut pas attribuer, enfin, pour résumer, on ne peut pas attribuer au christianisme le suprémacisme d'aujourd'hui aux États-Unis ou ailleurs. Enfin, c'est mon avis. On va voir ce qu'effectivement elle en dit, mais peut-être ce que l'on peut... Oui, bon, déjà elle publie un ouvrage, donc c'est important et c'est à lire. Mais ce qu'on peut peut-être... ce sur quoi on peut peut-être réfléchir, en fait, c'est quand le religieux se mêle aux politiques. C'est quand la religion et l'exécutif, la mise en place des mesures et le politique s'entremêlent, elle devient suprémaciste par effet de levier et logique. Donc, les États-Unis se sont, en l'occurrence pour revenir sur eux, et puis je ne parlerai pas d'autres religions qui sont également au niveau du politique, mais les États-Unis se sont construits sur le protestantisme, se sont construits sur l'opposition religieuse puritaine à l'anglicanisme britannique. Ils se sont construits sur le religieux et ils ont mis en place des politiques religieuses et blanches. Donc là, et je pense que ça va être l'angle d'attaque de la collègue, l'Amérique vraiment est un pays où la chrétienté ou la pensée religieuse va de pair avec le suprémacisme blanc. C'est la suprématie chrétienne et protestante prioritairement, mais chrétienne à la base, oui. Oui, mais
enfin, c'est pas le christianisme en général. Non, c'est une dissidence, et à partir de là, elle justifie en fait beaucoup d'autres choses. Oui, moi je voudrais citer, comment il s'appelle, Maurice Godelier, qui a parlé de tout ça, et il explique que l'évolution des sociétés, depuis qu'on peut les étudier, a toujours été une articulation entre le politique et le religieux. Et il y a deux grands moments de rupture, c'est la Grèce antique et 1789. Et ce qu'on est en train de discuter tout de suite, c'est le retour en arrière du message humaniste, universaliste, ce que vous disiez sur les États-Unis, mais on a exactement la même chose chez nous, en Europe et en France, parce que, ça serait très long à expliquer, mais la seule manière de sortir de tout ça et de ces débats sans fin, quoi, sur l'islamisme, sur tout ça, on a inventé un truc extraordinaire en France, c'est la loi sur la laïcité. C'est-à-dire qu'il faut mettre à distance la religion. Et le politique, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est une très très vieille histoire. Voilà, ce que si je pouvais convaincre tout le monde de bien réfléchir à ça, l'évolution des sociétés ont été jusqu'à présent toujours une articulation entre le religieux et le politique. Et la longue histoire de l'émancipation, les deux ruptures, je me répète, la Grèce antique, c'est extraordinaire ce qu'ils ont inventé, et surtout 1789, le message universaliste, le message humaniste, et on a mis 2 siècles, nous, presque, pour arriver à la loi sur la laïcité, et on est une exception dans le monde. Et donc, c'est le principal pilier de l'état de droit. Et Sidi Vance et compagnie, tout ça, mais Poutine, pareil, avec les orthodoxes. Oui. Chose très intéressante, ce serait de regarder les Chinois, qui sont encore sur autre chose. Mais là, on a une grille de lecture, à mon avis, qui peut permettre d'éviter de perdre du temps dans des débats qui sont, à mon avis, qui aboutissent à rien et qui sont instrumentalisés, on va dire le mot, par l'extrême droite et la réaction et les conservateurs, etc. Merci. Non, alors, d'autres questions? Non. Pour revenir à Momadé... Les Américains ne connaissent pas la laïcité. Hein. Ça, c'est... Ça les sidère. Hein. Comment? On ne peut pas pratiquer. Ouais. Ils ne comprennent pas. Ça, alors là, ça les... Et il y a un retour, là, Trump, il est en train de faire un retour, une hyper-valorisation du religieux, et il est en train de réinjecter du religieux dans le politique. Donc, c'est vraiment le retour en arrière, enfin, absolu. Oui, l'athéisme, c'est un truc qui échappe complètement, même agnostique. Hein. S'il y a un champ sur lequel on ne doit pas avoir trop de doutes, c'est quand même l'existence de Dieu. Hein. Voilà. Donc, agnostique, et alors là, athée, c'est forcément des communistes, qui sont quand même, avec certains autres groupes, ce que globalement l'Amérique déteste le plus. Alors, je voulais revenir, peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, en attendant, sur Momadé, justement. Oui. Alors, pour résumer ma question, qu'est-ce qu'il a apporté à la cause amérindienne? Mais je m'explique un peu. Dans son œuvre, que je ne connais pas spécialement, mais c'est à partir de ce que j'ai lu dans ton livre, il essaye de déconstruire les stéréotypes contre les Indiens, etc. Et il construit d'autres, pas des stéréotypes, mais une autre identité des Amérindiens. Et l'objectif
sous-jacent, c'est l'émancipation des Indiens. Il y a un récit ou un objectif émancipateur dans cette démarche. Et dans cette démarche-là, il revient au passé, à la mythologie amérindienne, qu'il utilise à fond et qu'il la magnifie, il la propose comme une espèce d'alternative. Est-ce que c'est une démarche, finalement, vue de l'extérieur, est-ce qu'elle est porteuse? Est-ce qu'elle peut réussir? C'est-à-dire, est-ce que le retour au passé peut être porteur d'un changement d'avenir, quoi? Il n'y a pas un paradoxe ou une contradiction dans cette démarche-là? C'est une jolie question. C'est un peu la même opposition ou la même antinomie qu'il existe entre le centre et la marche, finalement. Le passé et le futur, admettons. Est-ce que quand on se nourrit du passé, on est plus riche pour aborder le futur ou pas? Je pense que toute personne qui vient je sais pas moi, d'un pays différent, ou moi je suis d'origine corse, donc avec une culture assez particulière, hein, on ne peut pas dire que je trouve tout formidable, mais il y a des éléments et des aspects culturels qui nourrissent, qui apportent quelque chose en plus. Je me sens auvergnate avec un truc en plus, comme dirait Artus. Mais je pense que ce truc, il est ancré dans le passé, dans mes ancêtres, dans l'héritage et dans ce que ma grand-mère m'a enseigné, et dans ce que... Voilà. Et je pense que sans ça, on est quand même vide si on oublie d'où on vient, si on nie d'où on vient. Maubenet, il a expliqué cette tension, hein, tout le temps. Alors lui, c'est vrai qu'il était très ancient child, il est très tourné vers le passé, ça c'est certain. Mais il adorait être reconnu, être célébré, il avait un bel ego. Et quand Bush, le fils, lui a donné l'équivalent de la Légion d'honneur, donc ça s'appelle la médaille d'honneur aux États-Unis, en 2007, il a mis son plus beau costume, il a mis sa petite perle turquoise, il s'est fait une belle natte, et il a été recevoir sa Légion d'honneur des mains de Bush, qui avait supprimé toutes les dotations du service de santé spécifique et un service de santé pour les Indiens. Bush avait coupé là-dedans. Il n'y avait plus un copec à donner aux réserves, qui sont toujours en activité. Hein, le système de réserve est toujours là. Il les possède, mais bon, s'il n'y a pas de subvention d'État, il n'y a pas de vie dans les réserves, pas de boulot. Donc Bush, il les avait lessivés. Et Maubenet, il a été chercher son prix. Vachement content. Il s'est fait détruire. Il y a eu des articles, plein d'Indiens lui ont dit « Mais t'as oublié d'où tu venais, t'as oublié qui tu étais ». Donc, je ne peux pas te dire qu'il a passé sa vie dans le passé. C'était un homme nourri du passé, mais ancré dans le présent. Et son message, c'est « Il ne faut pas oublier d'où on vient, mais il ne faut pas oublier ce qu'on veut ». Alors, les deux doivent aller de pair. Ne pas oublier d'où on vient, mais ne jamais quitter ses objectifs, savoir ce que l'on veut. Il voulait réussir, être mainstream aussi, être au centre de l'attention, du lectorat. Il m'a demandé pendant des années de lui remplir et de rajouter des pages, parce qu'il a été une fois lauréat pour le prix Nobel de littérature en 2004. Donc il a été sur la liste. Après, les listes s'amenuisent, ça devient une liste pipi. Et il n'a pas passé un certain stade, je ne me souviens plus lequel. Et pendant des années, 2004, 2005, 2006, il m'a demandé d'écrire un texte parce qu'il avait eu le doctorat honoris causa ici et qu'il fallait donc un prof d'ici pour justifier. Il fallait un papier particulier. Donc il attendait ces reconnaissances-là. Il attendait vraiment d'avoir des prix, d'avoir l'honneur d'être un Américain en haut, tout en haut, au-dessus des autres. Donc le côté supériorité, suprématie sociale, enfin culturelle, il y aspirait, tout en étant très ancré dans le passé. Pas d'antinomie là-dessus, pas de paradoxe fondamental. Il n'était pas que passéiste, loin s'en faut.
D'autres questions, réflexions? Donc, alors, moi j'ai une... S'il n'y a pas d'autres questions sur le fond... Il ne veut pas vous laisser manger. Non, non. J'aimerais que tu nous expliques la couverture, parce que je la trouve très belle, cette couverture, la couverture du livre. Et je me suis un peu renseigné, je sais un peu de quoi il s'agit, mais je pense que tu l'expliqueras 100 fois mieux que moi. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est ma sœur. J'ai une sœur qui est artiste peintre. Et nos subventions sont tellement médiocres à l'université que, bien sûr, nous ne payons jamais personne pour faire nos affiches ou pour faire nos... Il faut toujours trouver... Alors, évidemment, moi, ça fait 30 ans que je demande à ma frangine de me faire mes couvertures ou mes affiches de colloques. Voilà. Et là, je lui dis, Pascal, je vais faire un bouquin là, avec Christine sur l'inconvenant. Elle me dit, l'inconvenant? Ça se dessine comment, l'inconvenant? Ben, je lui dis, je sais pas, mais fais-moi des propositions. L'inconvenant. Une femme à poil. Ben, j'ai dit, dis donc, toi, il faudrait vraiment que tu me fasses un article. Il faut vraiment qu'on discute toutes les deux, parce qu'en quoi c'est inconvenant? Elle me dit, ça va pas? Ben, je lui dis, ben si, ça va aller. Elle avait raison, parce que j'ai eu du mal à la faire voter. Cette femme dont on voit effectivement le sexe. Donc c'est une Virginie Despentes édulcorée, hein, mais il a fallu que je demande à ma directrice de centre, regarde, j'ai 3 choix proposés par Pascal. Alors là, on a 3 enfants qui se tiennent la main. C'était des réfugiés, c'était assez clair que c'était des petits réfugiés, bon, avec des petits cailloux. Bon. Là, je ne sais plus quelle était la deuxième proposition pour l'inconvenant. Elle avait fait un masque un peu grimaçant. Et puis ma femme nue, lascive. Et ma directrice a dit, oh non, je lui dis, on va faire voter. Si tu veux bien, on va faire voter le labo. Si tu veux bien, on va voter. Bon, le labo étant essentiellement masculin. J'ai été perverse. Le labo étant essentiellement masculin, on a gagné. Voilà. Donc on a une femme nue. Merci. Ouais. Il faut dire aussi... savoir tout utiliser. Il y a aussi un clin d'œil à l'intérieur du livre, puisque Pascal Garet, elle a beaucoup peint des cultures indiennes, amérindiennes. Oui, beaucoup. Oui, ma sœur adore vraiment particulièrement peindre l'indianité, donc les couleurs. Et même, elle a beaucoup décoré des choses que j'ai faites sur la culture afro-américaine. Donc, elle aime tout ce qui est effectivement en lien avec l'ethnicité et elle le peint très bien. Cette famille. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour cette conférence et tes Merci réponses. à vous. Il faut le lire, hein. Pas le livre, celui-là, on s'en fout. Momedé. Il faut vraiment le lire. Ne l'oubliez pas. Là, en tout cas, c'est sûr que ça donne très envie de lire Momedé. Voilà. Merci. Alors, si vous voulez avoir un aperçu un peu de toutes ces questions, le livre est disponible à la sortie et Anne est tout à fait disponible pour vous le dédicacer si vous le souhaitez. Merci. J'emporte mon chouchou avec moi.